presque difficile et très émouvant de présenter Hubert Reeves. Votre date de naissance, on passe dessus, c'est pas très important, votre date de naissance. On passe là-dessus. Vous êtes né au Québec, Canada, astrophysicien et écologiste franco-canadien. Professeur au département de physique de Montréal, il est titulaire, il y a bien longtemps de ça, d'un Bachelor of Science de l'Université de Montréal, d'un Master of Science de la McGill University et d'un doctorat de Cornell University. De 1960 à 1964, il enseigne la physique à l'Université de Montréal, tout en étant à ce moment-là conseiller scientifique à la NASA, à New York, et devient ensuite directeur du CNRS, Centre national de la recherche scientifique. En 1976, Hubert Reeves est chevalier de l'Ordre national du mérite et compagnon en 2003 de l'Ordre du Canada, qui est la plus haute distinction civile du Canada. Il est également officier de l'Ordre national du Québec. Hubert Reeves, tout le monde le connaît, ici, en France, en Europe, partout dans le monde. Il est un passionné d'art, de la vulgarisation et a tenu des conférences dans de très nombreux pays dans le monde. M. Reeves, évidemment, animait régulièrement des chroniques hebdomadaires sur Radio France Culture, où il expliquait au grand public les découvertes scientifiques les plus remarquables avec un formidable esprit de vulgarisation pour que nous comprenions tous. L'ESSEC aime beaucoup les étoiles, aime beaucoup l'imagination. Nous avons eu la chance d'accueillir à cette Imagination Week il y a quelques années Étienne Klein. Nous avons déjà eu également Jean-Loup Chrétien, des gens qui ont voyagé dans l'espace. L'astrophysicien, l'astronome que nous recevons est aussi un écologiste. Il a aussi les pieds sur terre. Je vous demande très chaleureusement d'accueillir professeur Hubert Reeves. Alors, je vais vous parler de deux sujets qui nous importent. D'abord, vous, chacun d'entre nous, et l'univers. C'est de cela qu'on va parler, de ce rapport que la science nous permet de faire aujourd'hui entre notre présence ici, donc notre existence, notre venue au monde, et l'univers dans son intégralité qui participe de partout. Et cela va nous permettre, on est souvent noyé par les informations que l'on reçoit, des bonnes informations qui nous viennent de la science, qui nous apprennent des choses merveilleuses, des mauvaises informations qui nous arrivent par la télévision, qui nous parlent de catastrophes, de djihadistes, etc. On est noyé dans cet ensemble d'informations et il faut arriver à pouvoir avoir une sorte de synthèse pour essayer de décider comment on va vivre. On a besoin de tout cela, et c'est ce que je vais essayer de faire en vous racontant ce que j'ai appelé d'abord la belle histoire. La belle histoire, c'est l'histoire de comment nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Et ensuite, la moins belle histoire. Là, j'ai regroupé tous les problèmes, les emmerdements, les catastrophes, l'environnement, l'écologie, COP21, etc., dans lesquels nous sommes aussi. Et je vais commencer par vous parler de l'univers. L'univers, on a cru longtemps, c'était ce qu'Aristote en disait, que l'univers a toujours existé et qu'il existera toujours. Eh bien, depuis à peu près 1 siècle et demi, nous savons qu'il s'est trompé. Et la personne qui nous a permis de montrer qu'Aristote se trompait, il s'appelle Edwin Hubble. Edwin Hubble, c'est un grand astronome américain qui a observé au début du XXe siècle le premier, l'univers dans ses plus grandes dimensions, simplement parce que, vous voyez, il avait un télescope vraiment sérieux qui lui permettait de voir beaucoup de choses et il nous a appris beaucoup de choses fondamentales sur notre univers. La première, c'est sur la dimension de notre univers. Hubble observait les galaxies. Les galaxies, si vous n'êtes pas familier, c'est un ensemble d'étoiles. Il peut y en avoir 100 milliards. Nous vivons dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, dans laquelle il y a le Soleil en particulier. C'est un peu les briques de l'univers. Notre univers, c'est un ensemble de galaxies. Et il y en a beaucoup. Pour vous donner une idée du nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, je vais vous montrer un document assez récent qui va vous montrer de quoi ça a l'air l'univers. Eh bien voilà, c'est quelque chose comme ça. Tout ce que vous voyez là,
Chaque petit point, même les plus minimes, ce sont des galaxies. Ce sont des galaxies qui contiennent elles-mêmes des centaines de milliards d'étoiles, et il y a dans l'univers observable, celui qu'on peut observer, également plusieurs centaines de milliards de galaxies. Alors vous voyez que ça fait un très très grand univers. C'est la première chose que Hubble nous a montré, alors qu'on pensait auparavant que l'univers c'était tout petit, quelques étoiles, le Soleil, la Lune et tout ça. Il a montré qu'il est absolument gigantesque. Voici encore quelques images de galaxies dans l'univers. Voilà des lieux où il y a des étoiles. Et ça, c'est la première chose que Hubble nous a montré. La deuxième chose qu'il nous a montré, c'est que ces galaxies ne sont pas immobiles. Ces galaxies sont en mouvement. Il y a un grand mouvement d'ensemble par lequel toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et s'éloignent d'une façon très particulière. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Lentement, à cette échelle, c'est vite. Mais c'est quand même une centaine de kilomètres par seconde, par exemple. Et celles qui sont plus loin s'éloignent plus vite. C'est l'image d'un mouvement organisé d'un univers qui est en expansion et qui a permis de montrer que l'univers a une histoire, que l'univers n'est pas cet élément statique qu'on voyait depuis toujours, qui existait depuis toujours. Et une autre caractéristique importante de l'univers, de notre univers d'aujourd'hui, c'est ceci. Il est aujourd'hui très richement organisé en structures de toutes sortes. Aux plus grandes échelles, il y a ces galaxies, comme vous avez vu. Ensuite, à des échelles plus petites, il y a les étoiles. Il y en a des bleus, des jaunes, des rouges, toutes sortes. Et à des échelles encore plus petites, il y a des planètes, la Terre, Jupiter, Saturne, etc. Vous vous souvenez de vos cours. À des échelles encore plus petites, il y a des êtres vivants. Il y a une dizaine de millions d'espèces vivantes sur la Terre, à partir des éléphants jusqu'aux bactéries, comme vous voyez ici. Et puis, si on continue à descendre dans l'échelle des dimensions, notre univers, il est composé de molécules. Vous avez des molécules comme celle-ci, des molécules de sucre, par exemple. Vous avez des molécules beaucoup plus petites, comme la molécule d'eau. Et si vous continuez, vous arrivez au noyau. Voilà le noyau des atomes, les atomes, tous les atomes que nous connaissons. Donc, nous vivons dans un univers qui est très richement organisé à toutes les dimensions, des plus grandes aux plus petites. La seconde découverte qu'a fait Hubble, et dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ceci. Les galaxies que l'on croyait statiques ne sont pas statiques, elles sont en mouvement. Et voilà une image que j'ai faite. J'ai mis ici, par exemple, l'œil de M. Hubble. Et chaque petit point est une galaxie. Et chaque flèche, c'est le mouvement de la galaxie. Alors vous voyez que ce n'est pas du tout un mouvement au hasard, c'est un mouvement très organisé. C'est la seconde information fondamentale que Hubble nous a amenée. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, les galaxies elles étaient plus proches. Et à l'avenir, elles seront plus loin. Ce n'est pas l'univers statique dont parlait Aristote, c'est un univers qui change avec le temps. Et la grande découverte, c'est l'univers a une histoire. Voilà peut-être la plus grande découverte astronomique du XXe siècle. Notre univers n'est pas un univers statique, c'est un univers immense, c'est un univers qui est en mouvement. Et cette annonce donne le programme, évidemment, pour les scientifiques. Eh bien, le rôle des scientifiques, eh bien, reconstituer l'histoire du cosmos. Voilà ce à quoi sont occupés maintenant les astrophysiciens, les physiciens nucléaires. Et voilà ce dont on va parler. Et justement, je vais en parler plus en détail. Alors, nous avons plusieurs moyens. Nous avons d'abord la physique, telle qu'ici, elle est représentée par l'accélérateur du CERN à Genève. Et puis, nous avons aussi l'astrophysique, les télescopes. Donc, arrive ici maintenant, nous sommes un peu plus tard, en 1965, vous voyez que c'est passé ancien, on fait une autre découverte fondamentale, par hasard, deux ingénieurs de la Bell Telephone qui travaillent à la NASA dans ces années-là, j'y étais moi-même et je me souviens de ce moment, où nous avons découvert, où ces personnes ont découvert, ont fait une image du cosmos dans ses tout premiers temps.
et une vraie image. Il ne s'agit pas d'une image de synthèse. Il s'agit de ce qu'auraient vu des gens qui auraient été présents presque au Big Bang, comment ils auraient vu le ciel. Je vais vous le montrer parce que c'est évidemment un document d'un intérêt fantastique, parce que si on veut reconstituer l'histoire du cosmos, eh bien, il faut avoir une image du début, des tout premiers temps, et une image maintenant. Évidemment, c'est un élément indispensable pour raconter une histoire. Alors voilà ces deux personnes, Penzias et Wilson, qui ont découvert, qui ont photographié, si on peut dire, avec des radiotélescopes, l'image la plus ancienne du cosmos. Alors, je vais vous la montrer. C'est une image en fausse couleur, parce que ce sont des ondes radio, il n'y a pas de couleur associée aux radios. Et ce sont des images qui, cependant, le dégradé de ce que vous allez voir, c'est ce qu'on observe et qu'on reprend et qu'on connaît beaucoup mieux maintenant, l'image des tout premiers temps du cosmos. Alors, je vais vous la montrer parce que c'est un document qu'il faut avoir vu, je pense. C'est un événement très important dans l'histoire des sciences et également l'histoire de la philosophie, puisque ça confirme cette idée fondamentale que l'univers a une histoire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans l'univers. Alors voilà cette image. Ça, c'est l'image de ce qu'aurait vu quelqu'un, sauf les couleurs, à cette époque, qui aurait regardé le ciel. Mais ce que je vais vous dire, c'est quels sont les renseignements que nous avons pu en tirer. Je ne vais pas vous les présenter parce qu'on en aurait pour de nombreuses heures pour le démontrer, mais je vais vous les dire. La première, c'est ceci. Je vous ai raconté tout à l'heure, nous vivons dans un univers extrêmement riche, en structures variées, des plus grandes dimensions aux plus petites. Eh bien, l'univers le plus ancien, il est sans structure. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas d'êtres vivants, il n'y a pas de molécules géantes comme l'ADN, il n'y a pas de molécules simples, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a pas d'atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, il n'y a même pas de noyau atomique. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on peut les décrire comme un magma incandescent porté à des températures extrêmes, des milliards de degrés, et composé de ce que nous appelons en physique des particules élémentaires, c'est-à-dire des objets qui sont sans structure. Il y a les électrons, il y a les photons de la lumière, il y a les quarks. Et maintenant, comparez ces deux extrêmes, l'univers de ces premiers temps qui est sans structure, l'univers d'aujourd'hui qui est extrêmement structuré, ben, vous voyez l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment cette matière informe, incandescente, sans structure, progressivement, au cours de ces environ 14 milliards d'années, c'est l'âge que l'on le connaît maintenant, ces 14 milliards d'années, ces particules se sont associées pour former progressivement une histoire, justement, de ce qu'on peut appeler croissance de la complexité, c'est-à-dire on commence par former des noyaux atomiques, ensuite on forme des atomes, ensuite on forme des molécules, en même temps, en parallèle, on forme des étoiles, on forme des galaxies, et puis sur la Terre au moins, on ne sait pas si ça existe ailleurs, apparaissent les premiers vivants dans l'océan primitif du plancton, des petites cellules, et puis toute l'évolution à partir des poissons, des amphibiens, des mammifères, et toute l'histoire de la vie sur la Terre. Donc c'est ça, l'histoire du cosmos, c'est l'histoire de comment la matière s'est organisée à partir de quelque chose d'incohérent, d'inorganisé, pour donner progressivement tout cela, dont en particulier, quel est le résultat qui va nous intéresser et dont on va parler aujourd'hui? Vous. Comment nous, chacun de nous, nous sommes un élément de cette histoire. Comment nous sommes arrivés, nous avons été formés à la fois dans le ciel par les étoiles qui forment les atomes, par les molécules qui se forment dans l'espace interstellaire, à la surface de la Terre par toute l'évolution biologique. C'est ça, notre rapport avec l'univers. Nous sommes un produit de la nature. Nous aimons bien penser que nous sommes un des meilleurs, mais ça, c'est contestable. En tout cas, nous sommes certainement un des produits. Et notre vie, notre existence
est un chapitre de l'univers, de la vie de l'univers. C'est ça ce que la science nous apprend aujourd'hui sur notre existence. Alors, je vous dis tout de suite, elle ne nous dit pas le sens de la vie. Ça, c'est autre chose. Le sens de la vie, chacun le fait, le trouve. Mais elle nous dit comment nous sommes venus à exister et elle va nous parler des jeux favoris de la nature. La nature est ludique. Elle aime inventer. Elle passe son temps à inventer des choses nouvelles. Tout au long de cette histoire, c'est son espèce de passion de créer du nouveau. Et elle le fait d'une façon qui, maintenant que nous commençons à connaître, dont une des façons, c'est de dire que la nature est structurée comme une écriture. Alors, vous allez voir ce que ça veut dire, être structuré comme une écriture. Il y a deux éléments fondamentaux. Il y a ce qu'on peut appeler des rencontres créatrices. Ce sont des systèmes individuels qui se rencontrent pour former de nouveaux systèmes. Et il y a ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Ça veut dire que ce nouvel être qui vient d'être formé, il a des propriétés que n'avait pas chacun des deux systèmes indépendants. Ça, on va retrouver ça à tous les niveaux de l'organisation. Rencontre créatrice, propriétés émergentes. Je vous donne un exemple simple, l'eau. L'eau, c'est une molécule, H2O. Vous avez un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. L'eau est un solvant qui est né par la rencontre créatrice de deux hydrogènes avec un oxygène, qui a des propriétés que n'ont absolument pas l'oxygène et l'hydrogène. Ce ne sont pas des solvants. Vous ne pouvez pas les donner à boire à vos invités, par exemple. Mais vous pouvez leur donner de l'eau parce que la formation de la molécule d'eau dans l'espace interstellaire, grâce aux atomes qui ont été créés par les étoiles, a cette propriété émergente que nous appelons, qui est l'eau, qui est un solvant. La Terre fabrique les molécules de la vie, l'ADN, la chlorophylle, la Terre, voilà. Voilà quelques étapes donc, de cette évolution. Et puis, notre petit ancêtre d'il y a 65 millions d'années, avec des beaux yeux, si vous regardez, il a l'air intelligent. Je crois qu'on peut être fier de lui. Évidemment, c'est autre chose que ceci. Là, vous avez ce terme, l'humain, et l'humain qui est également créé dans une rencontre créatrice. Vous avez de l'imagination, je n'ai pas besoin de vous la décrire. Eh bien, il a une propriété émergente qui est fantastique, qui est la conscience et l'intelligence. Voilà un peu notre histoire racontée au travers des étoiles, des planètes et tout, ce qui fait que nous sommes des merveilles sans nom. Vous connaissez peut-être Albert Jacquard, vous vous souvenez peut-être qu'il avait la figure défoncée à cause d'un accident très grave. Quand il faisait des conférences, surtout devant des enfants, il disait « Je suis une merveille ». Alors, les enfants rigolaient, ça n'avait pas trop un peu mal à l'aise, mais ils disaient « Oui, je suis une merveille, mais vous êtes aussi une merveille ». Et il parlait justement de ces facultés fantastiques, de ce qu'est un être humain, des capacités extraordinaires de l'être humain, de son intelligence qui est infiniment plus intelligente que celle de toutes les autres espèces animales. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais c'est arrivé comme ça. Et on va compter aussi dans cette histoire le hasard. Le hasard dans l'univers, c'est la source de la variété et de la diversité. Et je vais vous montrer une image qui va vous illustrer une phrase que disait un grand sage de l'humanité. Il disait « Tout arrive par hasard et par nécessité ». On lui disait « Mais non, ça ne se peut pas. Si c'est par hasard, ce n'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, ce n'est pas par hasard. » On a mis 2000 ans à comprendre, grâce à la physique quantique, qu'il avait tout à fait raison. La nature joue sur les deux tableaux. Le hasard et la nécessité sont essentiels. Vous les retrouvez, par exemple, dans ces cristaux de neige. Un cristaux de neige, c'est beau. On aime bien les regarder. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce qu'il y a de l'organisation. Ce n'est pas n'importe quoi. Le hasard, les cristaux de neige obéissent à une loi qui est « vous aurez 6 pointes, symétrie hexagonale ». Ça, on n'a pas le choix. Mais à partir de là, la nature, toujours ludique, mettez des guillemets quand j'emploie les mots nature comme ça, la nature, toujours ludique, dit « maintenant tu fais ce que tu veux, tu as fait ce que je t'ai demandé, maintenant tu fais ce que tu veux ».
C'est pour ça que les cristaux de neige sont tous différents. On peut en inventer un nombre infini. Les cristaux de neige trouvent leur forme quand ils se baladent dans les giboulées d'hiver et qu'au passage du vent, de l'humidité, ils peuvent prendre une quantité infinie de formes. Vous voyez, à la fois, il y a de l'organisation, c'est organisé, il y a des lois, mais il y a aussi du hasard, ce qui donne la possibilité de diversité. Et c'est grâce à tous ces jeux que nous sommes arrivés à être ce que nous sommes ici. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice avant de continuer. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe ». Simplement cela. Fermez les yeux et dites « j'existe ». Le monde existe autour de moi, je suis. Eh bien, vous venez de faire là une des plus grandes prouesses qui a jamais été faite dans l'univers. Ça demande qu'un nombre de particules de notre corps, en dernière analyse, il est fait d'électrons et de quarks qui sont présents sous forme de molécules, etc. Le nombre d'électrons et de quarks qu'il y a dans notre corps, c'est un nombre très élevé. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est comme ça que nous sommes faits. Ça varie un peu avec votre poids, mais pas beaucoup. Voilà le nombre d'électrons et de quarks qui se sont associés pour arriver à cette prouesse extraordinaire qui est simplement de prendre conscience de votre existence. Tout dans votre corps a participé, bien sûr, le sang, la nourriture, tout et tout, pour arriver à ce simple geste. C'est ça qu'on peut appeler la belle histoire. La belle histoire dans l'univers, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est comment nous sommes le fruit d'une longue histoire de 14 milliards d'années qui implique des étoiles, des galaxies, des collisions, des explosions d'étoiles et tout cela. C'est absolument fantastique. Voilà la belle histoire. Mais maintenant, on est bien obligé de raconter aussi la moins belle histoire. Et ça, je vais vous la raconter. Elle est beaucoup plus récente. Elle a, pas 14 milliards d'années, on évalue à peu près à 5 ou 6 millions d'années. Ce n'est pas très court, mais ce n'est pas comparable. Il se passe quelque chose sur la Terre, et il y a 5 ou 6 millions d'années. Tiens, ici, j'avais mis 7, mais c'est bon quand même. Sur la Terre, il se passe l'événement suivant. Un animal va acquérir une forme supérieure d'intelligence. Pourquoi lui? Pourquoi pas des dauphins? Pourquoi pas des baleines? On ne sait pas. Comment ça s'est passé? Les scientifiques cherchent depuis longtemps, se disputent, il y a plein de théories, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas, pour savoir comment c'est arrivé à cette époque que cet animal est apparu. Mais ce pauvre animal, en même temps, il était vraiment très mal nanti pour se défendre, parce qu'il n'a pas de grandes dents, il n'a pas de griffes puissantes, il ne court pas vite, il ne vole pas, il n'a pas de carapace comme les tortues pour se défendre. Il est obligé de s'insérer dans un milieu hostile. Et comment il va faire pour se défendre et survivre? Eh bien, la réponse, c'est justement parce qu'il a eu cette intelligence qui va lui permettre de survivre. Et on va regarder un peu ce qu'on peut appeler le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. C'est là qu'on va trouver les débuts. Les humains apparaissent en Afrique, ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Ils se défendent par faisant des armes. Ben pour commencer, ils font des armes plutôt simples, bien sûr. Ils font des dards. Et puis, ils sont astucieux. Ils font des frondes. Avec une fronde, vous pouvez chercher des proies dans les arbres. Et puis, ils vont faire des arcs, des flèches. Ils vont inventer la poudre à canon. Ils vont faire des canons. Ils vont faire des chars d'assaut. Ils vont faire des bombes atomiques. Ils vont faire exploser les bombes atomiques. Il va y avoir Hiroshima. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler de Stanislas Petrov? Est-ce que c'est un nom qui vous est familier? Je crois qu'il mériterait de l'être. Voilà ce qui s'est passé. Ce jour de septembre 1983, c'était pendant la guerre froide,
il était aux commandes de l'arsenal nucléaire russe. C'est lui qui avait la décision ultime de déclencher la guerre atomique. Il a reçu une information de son quartier général. Les Américains ont lancé 5 salves d'ogives nucléaires qui seront ici dans 20 minutes. C'est à vous de décider. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il ne fait rien. Il a été blâmé. Après, il a reçu des prix fabuleux. C'était une fausse alarme. Lui ne le savait pas. Mais il a quand même dit, quand on lui a demandé « Pourquoi vous n'avez pas poussé sur le bouton rouge ?» Il a dit « Parce que je n'avais pas envie de déclencher une guerre nucléaire. » Vous voyez, ça met en évidence notre fragilité de notre existence. C'est simplement grâce à cet homme que nous sommes encore ici aujourd'hui. Il est vraisemblable qu'une guerre nucléaire aurait éliminé, peut-être complètement, on ne sait pas, mais n'importe, des effets majeurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, et nous lui devons notre existence, et nous devons nous rendre compte à ce moment-ci, parce que c'est toujours bon de réfléchir sur les événements qui se sont passés et d'en tirer des leçons. Par exemple, la leçon, c'est que notre intelligence, l'intelligence humaine, qui nous avait sauvés au début, maintenant assumait un autre rôle. Elle pouvait nous anéantir, parce que les bombes atomiques, c'est nous qui les avons fabriquées. C'est des armes que nous avons fabriquées grâce à notre formidable intelligence. Vous voyez comment le rôle de l'intelligence évolue pendant ces 7 derniers millions d'années de quelque chose de positif jusqu'à quelque chose qui, aujourd'hui, est à la base de toutes les menaces que nous avons. Bien sûr, la guerre nucléaire... Ah, voilà, je vais vous montrer. Il faut que vous le voyez. Je pense qu'il mérite ça. Monsieur Petrov, terreur nucléaire, la guerre froide, l'humanité aurait pu disparaître de la Terre. Et en même temps, il y a, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre nucléaire, la pression, la tendance, la menace nucléaire est passablement plus qu'elle était pendant la guerre froide, bien sûr, mais nous savons quand même que ce n'est pas pour autant que c'est terminé. Nous savons que l'Iran, la Corée, plusieurs pays, les arsenaux nucléaires sont encore là, et ça ne prendrait pas grand-chose pour que cela puisse se détériorer rapidement. Alors, le fait que nous ne soyons plus dans cette optique aujourd'hui met en scène une autre menace qui est tout aussi grave, qui s'appelle la crise écologique contemporaine, c'est-à-dire tout ce dont nous parlons aujourd'hui, les menaces sur la vie, le réchauffement climatique, la COP21, tout ça. Eh bien, tout ça, c'est relié à des développements qui sont encore dus à notre intelligence. Aujourd'hui, nous avons appris que notre planète n'est pas infinie. Nous savons. Bien sûr, on le sait depuis longtemps. Ératosthène, astronome grec, avait mesuré le diamètre de la Terre en moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. Et donc, on savait que la Terre n'est pas infinie, mais aujourd'hui, on apprend ce que ça veut dire que de dire que la Terre n'est pas infinie. Les réserves ne sont pas infinies, l'atmosphère n'est pas infinie pour y rejeter du gaz carbonique, etc. Tout ce qui nous menace aujourd'hui est relié au fait que notre influence, nous sommes tellement puissants, notre influence est à l'échelle de la planète. Et on peut le voir par des dessins comme celui-ci, où vous voyez la Terre vue du ciel, vue des satellites, 400 km. Le jaune, c'est les éclairages urbains et les autoroutes. Le rouge, ce sont les torchères des puits de pétrole. Le mauve, ici, ce sont les feux de forêt. Et regardez bien ici, est-ce que vous voyez une petite tache verte? Est-ce que vous la voyez? Cette petite tache verte, qu'est-ce que ça peut être? Nous sommes à 400 km au-dessus de la Terre. Qu'est-ce qui est visible avec cette dimension? Ce n'est pas petit, hein? Ça c'est le Japon. Visible de 400 km, qu'est-ce qui peut être visible de 400 km en hauteur? Qui a une idée? Il faut que ça soit très lumineux. Hein? Les déchets, ce n'est pas particulièrement lumineux. Personne n'a...
C'est quoi? Non, mais ce n'est pas lumineux, là, du plastique. Il faut émettre beaucoup de lumière, hein, pour que ça soit visible de 400 km. Ce n'est pas lumineux non plus, ça n'émet pas de lumière visible. Personne n'a de solution. C'est votre imagination, là, qui est en cause. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. C'est des pêches aux lampes à eau. Ce sont des bateaux qui ont développé une technique de pêcherie d'une efficacité absolument fantastique. Dans cet endroit, dans la mer du Japon, j'en ai vu aussi en Amérique du Sud, il y a des milliers de petits bateaux comme ceux-là qui donnent cette image verte. Je la présente pour parler d'un phénomène qui est justement le problème de la surpêche. Aujourd'hui, nous savons que nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il s'en reproduit. Où est-ce qu'on va avec ça? Mais on est en train de vider les océans de leurs poissons. C'est encore un élément. Notre grande intelligence nous permet de faire des pêcheries d'une efficacité fantastique, sauf que la Terre n'est pas infinie, l'océan n'est pas infini. Nous sommes plongés dans cette ère où nous dépassons. Autre exemple, on a brûlé plus de la moitié du pétrole. En un siècle, la Terre avait mis 100 millions d'années pour fabriquer le pétrole dans l'ère carbonifère. Nous l'avons brûlé en à peu près un siècle. Qu'est-ce que ça fait de brûler du pétrole? Ça émet du gaz carbonique dans les voitures, dans les chauffages. Qu'est-ce que ça fait du gaz carbonique? Ça va dans l'atmosphère, ça augmente, sa capacité, sa densité augmente et ça fait du réchauffement climatique. Le gaz carbonique, c'est comme l'effet de serre, c'est comme les plaques de fer que vous mettez sur vos semis. Ça réchauffe la planète et ça donne des images comme ceci. Ça, c'est la Terre vue de nuit par des gens qui partent vers la Lune. Ça, c'est l'atmosphère illuminée par diffraction par le Soleil qui se couche. Eh bien, c'est là que nous vivons. C'est ça notre espace vital. C'est très petit. Qu'est-ce que ça fait quand on augmente la densité de gaz carbonique continuellement? Ça augmente, oui, la densité. Alors là, vous avez des diagrammes. Ça, par exemple, c'est le Moyen Âge, c'est le temps. Ça, c'est la densité de gaz carbonique. Ça ne varie pas beaucoup. Et puis, vous arrivez ici vers 1950 et hop, ça monte en flèche. Réchauffement climatique, vous en avez tous entendu parler, à satiété. Ça dit ceci, par exemple, qu'entre 1860 et 2000, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, par exemple, au Groenland. Voilà le Groenland. En noir, c'est les régions déneigées. En 2002, les voilà. Et voilà un glacier en Alaska en 1941. Voilà le même glacier en 2004. Et ça continue à monter. Voilà le croissement du niveau de la mer. On craint pour la fin du siècle 2 à 3 mètres, avec tout ce que ça veut dire, enfin, des villes qui seront invivables, etc. En résumé, l'espèce humaine saccage sa planète. C'est ça le résultat simple. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse qui a jamais vécu sur la Terre. Nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. Voilà le paradoxe. Élément important dont on a parlé, mais je veux le rappeler, la question des vers de terre. Les vers de terre jouent un rôle essentiel dans la fertilité des sols. Toujours avec notre technologie importante, nos pesticides, nous les avons détruits en masse et nous continuons à les détruire. Nous détruisons ces éléments qui sont essentiels, surtout pour une population qui continue à croître, les pollinisateurs, les oiseaux. Eh bien, nous allons maintenant essayer de tirer des leçons du passé. Par exemple, nous craignons aujourd'hui d'augmenter la température de 2 à 3 degrés. On peut se demander, est-ce que dans le passé de la Terre, il n'y a pas eu des périodes où il y a eu des augmentations bien plus importantes avant l'arrivée des humains, donc pas par leur faute? Eh bien oui, au temps des dinosaures, il faisait 10 degrés.
Au temps des dinosaures, il n'y avait plus de glace nulle part. C'était tropical sur toute la planète. Nous nous inquiétons d'augmenter le gaz carbonique de 30 à 40 %. Il a déjà été 15 fois plus élevé il y a 250 millions d'années, ce qui avait amené d'ailleurs une extinction absolument extraordinaire. Je vais vous montrer maintenant comment nous pouvons étudier l'effet des perturbations sur la vie animale. Alors voilà encore des diagrammes qui sont toujours très précieux. Là, on remonte loin dans le passé. Là, on remonte à 600 millions d'années dans le passé. Ça, c'est le nombre d'espèces, le nombre de familles animales qui existent en fonction du temps. Alors, 600 millions d'années, c'est le moment où les vivants sortent de l'eau. On n'a pas de statistiques auparavant, évidemment. Mais là, on commence à pouvoir faire des statistiques et à compter comment le nombre d'espèces varie. Alors, vous voyez, en gros, il a une courbe qui est ascendante, mais avec beaucoup d'indentations. En particulier, on a signalé 5 indentations. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on appelle des extinctions. Les extinctions, c'est des périodes où, pour des raisons variées, pas toujours simples, tout d'un coup, on s'aperçoit que les populations, c'est des hécatombes, des quantités d'espèces animales qui disparaissent. Ça peut aller pour la 3e extinction qui a lieu il y a 250 millions d'années, ça peut aller à 95 % des espèces qui disparaissent. Ce qui veut dire que la Terre aurait pu devenir stérile. On a des hypothèses sur la raison, on ne le sait pas très bien, mais eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'après chaque extinction, il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui survivent et qui, dans beaucoup de cas, trouvent au contraire des lieux plus agréables parce qu'on a éliminé leurs ennemis, on a éliminé d'autres espèces. Ceci nous apprend en particulier. Alors, je vais vous présenter maintenant un autre de nos petits animaux qui nous ont sauvés au moment de la 5e extinction. On considère qu'aujourd'hui, on est dans la 6e extinction. Le rythme auquel nous exterminons les animaux aujourd'hui est comparable au pire moment de la Terre. Et ce qui est plus grave, l'extinction est plus rapide que tout ce qu'on a fait. Les extinctions naturelles duraient des milliers d'années. Pour nous, elles durent des dizaines d'années. La nature peut s'adapter. Elle l'a fait en montrant, vous avez bien vu, qu'il y a des espèces qui sont adaptées. On ne sait pas si elle peut s'adapter à la vitesse à laquelle nous sommes impliqués. En Bonn, en 2008, il y a eu cette phrase « Près de 50% des espèces pourraient disparaître avant la fin du siècle ». Ça, c'est une extinction majeure. Alors, nous allons prendre des leçons d'une espèce animale qui est les tortues. Les tortues, autant que nous sachions, ce n'est pas particulièrement intelligent. On ne les mettrait pas au top du palmarès de l'intelligence. Les tortues existent depuis 300 millions d'années et elles continuent à vivre, elles se sont établies. Nous, après 7 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur. Qu'est-ce que les tortues nous apprennent? Bien, ils nous apprennent ceci. Les espèces qui durent sont celles qui peuvent s'adapter à des conditions nouvelles. C'est aussi simple que ça. La nature ne fait pas de cadeaux. Si nous ne nous intégrons pas, si nous n'arrivons pas à vivre en harmonie avec la nature, nous disparaîtrons. Ça nous choque évidemment d'apprendre ça parce qu'on se dit, ben nous, on est le chef-d'œuvre de la création, le but de la vie. Ben, c'est faux. Vous voyez, nous pourrions disparaître si nous ne rencontrons pas cette contrainte. Alors maintenant, je vais faire un peu de science-fiction. Imaginons que nous disparaissons. On pourrait dire, est-ce que ce n'est pas une simple anecdote? Après tout, depuis le début de la vie, il y a des millions d'espèces qui sont apparues, des millions sont disparus. C'est un phénomène pratiquement quotidien, pas tout à fait, mais quand même, c'est un phénomène extrêmement fréquent.
est-ce que c'est bien la peine d'en faire une histoire? Vous allez dire, c'est un point de vue un peu cynique. Non, mais on pourrait le dire. Eh bien, je voudrais plaider qu'en fait, ça vaut la peine d'en faire une histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des éléments que nous avons, nous, les humains, avons apportés sur la Terre et qu'aucune autre espèce n'a pu apporter avant nous et pourrait apporter. Et ces trois éléments, je vais vous les présenter. Je crois que, non, je ne l'ai pas ici. Alors, voilà. Je reviens à ça. Trois éléments. Quels sont-ils? Le premier, l'art, la culture. Mozart, vos musiciens favoris, Van Gogh. Toutes ces valeurs que des hommes ont apportées et que nous sommes les seuls à pouvoir apporter. Vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneront pas les Stradivarius. On va retrouver la nature d'avant l'humanité, mais ce sera terminé, il n'y aura plus. Tout cela, c'est du passé. Premier élément, l'art, la culture. Deuxième élément, la science. Nous avons déchiffré les lois de la nature, nous avons compris le mécanisme de la vie avec l'ADN, nous avons reconstitué l'histoire du cosmos. Tout ce que nous avons fait sur le plan de la connaissance disparaîtrait inéluctablement. Donc, l'art, la science. Le troisième élément, pour vous le décrire, je vais vous présenter une petite scène de la vie de la nature. Voilà un nid d'oiseaux, dans lequel il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents nourrissent les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. Ça, c'est un fait. Les biologistes nous expliquent ça dans ce qu'ils appellent la logistique des gènes. Les oisillons en santé ont des chances d'avoir des gènes plus sains que les oisillons malades, bien sûr. Ça veut dire que pour l'avenir de la lignée, il vaut mieux nourrir les oisillons en santé et laisser mourir les oisillons malades. C'est logique, c'est logistique, si on peut dire. Maintenant, voilà une autre scène, une famille humaine. Il y a 2 enfants. Il y a un enfant malade et un enfant en santé. Les parents nourrissent l'enfant malade, s'occupent de lui peut-être plus que de l'enfant en santé. On pourrait dire que ce n'est pas logique. Pour la logistique des gènes, il vaudrait mieux laisser mourir l'enfant malade. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au cours de l'évolution, personne non plus ne sait très bien pourquoi, c'est très discuté chez les évolutionnistes, il s'est développé chez les êtres humains, aussi chez certains animaux, le fait de souffrir, de voir les autres souffrir. Ce qui s'appelle la compassion. C'est le fait d'avoir envie de s'engager pour aider des gens qui souffrent à amoindrir leur souffrance. C'est à l'origine d'Amnesty International, c'est à l'origine de la Croix-Rouge, évidemment. C'est quelque chose qui est présent et qui disparaîtrait si nous devions disparaître. Donc voilà 3 éléments, l'art, la science et la compassion, qui font que ça vaut la peine de défendre, de préserver, de s'activer pour sauver l'humanité, pour lui permettre de continuer à exister et à développer ce phénomène formidable qui est son intelligence, sa créativité, etc., etc., etc. Alors, ça nous ramène à une question qu'on peut formuler de la façon suivante. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Supposons donc qu'il y ait effectivement cette élimination des humains par la bombe atomique ou par l'écologie. Est-ce qu'on pourrait dire des extraterrestres qui débarqueraient sur la Terre après coup, qui verraient des ruines toxiques et radioactives, diraient, mais est-ce que pour eux, il n'aurait pas valu mieux être des tortues que des êtres humains? C'est-à-dire, est-ce que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné? Eh bien, on voit très bien maintenant
comment on peut répondre à cela? On dit, aujourd'hui, le but, nous le comprenons, il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Il faut développer un humanisme élargi qui s'est élargi à toute la nature. Nous avons besoin, nous dépendons de la nature, nous dépendons des vers de terre, nous dépendons des oiseaux. Nous devons développer un humanisme dans lequel tout cela est inclus, qui n'est pas l'humanisme qui est défendu dans la Bible, par exemple, où on dit aux hommes asservissez la nature, où Descartes disait aussi mettez la nature à votre service. On a appris que ça, c'est la mauvaise recette. C'est la recette de la catastrophe. Si on ne développe pas un humanisme qui intègre tout cela et qui revoit le rôle de l'intelligence, qu'au lieu de saccager la nature, au contraire, lui permet de se développer, eh bien, nous sommes foutus. Voilà, je pense que la dernière phrase. Je crois que nous n'avons plus le choix. C'est ce que nous apprenons maintenant. Après beaucoup de difficultés, et nous en aurons encore beaucoup, mais c'est la leçon qu'il nous faut apprendre. Merci. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec la science, on avait pu remonter dans l'histoire de l'univers et voir ses débuts. Est-ce qu'avec la science, on peut voir la fin, enfin, le développement, la suite de l'histoire? La principale raison pour laquelle on ne peut pas, c'est qu'il n'est pas arrivé. C'est justement le grand inconnu. Alors, je peux vous dire un peu quelles sont les grandes lignes que l'on peut tracer. Quel est le futur de l'univers à l'échelle de la cosmologie? Alors, il y a deux possibilités. Dans le cadre, tout ça, c'est basé sur la théorie de la relativité d'Einstein. Il y a deux possibilités. Ou bien cette expansion continue indéfiniment, et cette expansion s'accompagne d'un refroidissement, l'univers se refroidit, et d'une obscuration, l'univers devient de moins en moins lumineux. Le ciel est de plus en plus noir. Alors, une première possibilité, c'est que ça continue indéfiniment. Une autre possibilité, c'est que les galaxies s'étant éloignées, comme elles le font maintenant, après un certain temps, reviennent sur elles-mêmes, un peu comme quand vous lancez un caillou, il va faire un tour en haut, il redescend, reviennent sur elles-mêmes et jouent à l'envers le scénario du Big Bang, c'est-à-dire réchauffement et réchauffement. Donc, deux possibilités que les Anglais appellent pour le premier Big Chill, ça veut dire qu'il va faire de plus en plus froid, et Big Crunch, ça veut dire que l'univers se recontracte, se réchauffe. La théorie admet les deux possibilités et seules les observations peuvent décider de laquelle la nature ou l'univers a choisi. Pour l'instant, c'est loin d'être clair. Il y a des évidences en faveur de l'un, en faveur de l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, on peut pas vraiment choisir. Si vous devez parier avec vos amis, cependant, je dirais, pariez plutôt pour le Big Chill, mais n'investissez pas une somme trop importante. En 1977, vous participiez à une émission que j'ai écoutée récemment qui s'appelait Les Mauvais Coucheurs. C'était en 1977, et à ce moment-là, c'est très intéressant de vous écouter dans cette interview parce que vous prédisiez une autre forme d'écologie et une autre forme d'énergie. Vous parliez à ce moment-là, dans cette interview, d'espèces de grandes voiles possibles, avec en fait du photovoltaïque. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que vous êtes un optimiste ou est-ce que vous êtes un pessimiste? C'est très compliqué de le voir, parce qu'en 77, vous sembliez dire, c'est très intéressant, vous citiez, je vous cite, c'était « En ce moment, nous sommes en crise ». Et c'était en 77, cette interview. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en penseriez 40 ans plus tard? Alors, je vous dirais, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis presque optimiste. Pendant la COP 21, j'ai été passablement encouragé. Il s'est passé vraiment des choses importantes. Ce n'est pas suffisant, bien sûr, il y a encore beaucoup de problèmes, mais beaucoup plus que je l'étais il y a 4 ou 5 ans ou ces années-là. Pourquoi? Parce que, alors, aujourd'hui, si on me demande est-ce que ça va mieux ou ça va plus mal dans l'univers, je réponds les deux. À la fois, ça va plus mal
et ça va mieux. Ça va plus mal dans le sens que les détériorations se poursuivent à un rythme croissant. Par exemple, l'émission de gaz carbonique augmente chaque année. On espère qu'on va les contrôler, mais ça n'est pas le cas pour l'instant. La pollution des océans, le plastique, tout ça augmente, les feux de forêt, tout ça est vraiment inquiétant. Donc, sur le plan de la détérioration, il y a vraiment une augmentation des menaces. Sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la restauration, il y a aussi un très grand progrès dans la prise de conscience. La prise de conscience se développe aujourd'hui dans le monde entier avec une très grande vitesse. Et la preuve, on l'a eu il y a quelques jours, 195 nations, donc pratiquement tout le monde entier, a été d'accord pour signer l'idée que le problème du réchauffement est un problème grave et qu'il fallait en faire quelque chose. Et ça n'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans même. Il reste encore il reste beaucoup moins qu'on appelait des climato-sceptiques, et leur pouvoir est de plus en plus faible. Donc sur ce plan, il y a vraiment une grande amélioration, et donc je ne peux pas facilement choisir, mais j'aimerais vous citer une phrase de Jean Monnet, qui était un des grands fabricants de l'Europe dans les années 50, quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste pour l'Europe, à une période où personne ne pensait que les Allemands et les Français pourraient un jour se réconcilier. Eh bien, il répondait, l'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Peut-être ça ne donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Il faut faire comme si ça allait donner quelque chose. Là aussi, nous n'avons plus le choix. J'ai entendu il y a quelques mois, 2-3 mois, une information qui m'a fait un peu bondir, ce qui était sur la disparition, évidemment, on sait tous, des abeilles. Et visiblement, des scientifiques anglais étaient très contents parce qu'ils avaient dit le problème des abeilles est résolu parce qu'on va pouvoir les cloner. Et je me suis dit, pourquoi notre intelligence, on ne la met pas à essayer que les abeilles existantes aujourd'hui fassent qu'elles puissent continuer à vivre et être dans l'équilibre du monde, plutôt que de chercher et croire à notre technologie. Que faire justement pour peut-être inverser cette tendance ? Vous avez tout à fait raison, c'était stupide ce qu'il a dit. Effectivement, c'est l'idée qu'on pourrait avoir des remèdes aux crises. Bien sûr, on aimerait bien, par exemple, trouver un moyen de séquestrer le gaz carbonique. Mais il faut encore avoir des méthodes qui sont crédibles et qui ne créeront pas plus de problèmes qu'elles n'en vont en sauver, en résoudre. Ça, c'est le grand problème de tous ce qu'ils appellent géo-engineering, de peindre en blanc les autoroutes, tout ça. C'est d'abord, et maintenant on est devenu plus prudent, quels sont les effets négatifs qui ne pourraient pas être beaucoup plus graves que les effets positifs. Ça s'appelle le principe de précaution. C'est tout à fait fondamental. Je voulais savoir, vous avez parlé vous avez beaucoup parlé de l'extinction des espèces, des différents stades durant les millions d'années de la vie sur Terre. Je voulais savoir sur quoi êtes-vous le plus inquiet ? La disparition de la nature ou l'extinction de l'humain ? Ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble. Justement, ce qu'on apprend, c'est que tout ça est relié. Le réchauffement climatique, par exemple, il nuit à la conservation de la biodiversité. Toutes ces causes-là se touchent toujours quelque part et on ne peut pas vraiment séparer. Je pense que si la nature disparaît, l'humanité disparaît. Par contre, l'humanité peut disparaître sans que la nature disparaisse. Ça, c'est vrai. Moi, comme je vous ai dit, je défends plutôt l'idée de sauver l'humanité, d'abord parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et que je m'inquiète de savoir dans quel milieu ils vivront. Ils seront encore vivants, vraisemblablement, dans 50 ans. Moi, je n'y serai plus, mais je m'inquiète, je me dis, de quoi aura l'air la vie à cette période? Et si vous voulez avoir une idée, vous partez en voyage et vous allez en Chine. Et vous allez voir ces nouvelles métropoles, par exemple, une qui s'appelle Chongqing, que j'ai visitée récemment. Chongqing, je crois que la plupart d'entre nous, enfin, je ne connaissais même pas ce mot avant de partir,
C'est une ville de, tenez-vous bien, 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants dans un état de pollution dans lequel vraiment vous êtes en danger quand vous marchez sur la rue. On a là sous les yeux ce qui existe, donc on ne l'invente pas, mais ce qui pourrait être notre lot dans quelques décennies si on n'arrive pas à contrôler ces problèmes. C'est ça, il faut voir la chose en vrai pour y croire. Nous avons une autre question ici, tout au fond à droite. Bonjour. En fait, votre présentation, elle m'a fait me poser deux questions. La première, vous avez parlé d'un univers en expansion. Et du coup, est-ce que l'univers, il est fini ? Si oui, comment on peut penser quelque chose de fini ? Enfin, on a tendance toujours à le penser dans un contenu. Donc à se dire, oui, il y a quelque chose derrière ce qui est fini. Et aussi, quelles pourraient être les formes de l'univers ? Quelle théorie on a là-dessus ? Et ma deuxième question, c'est quelle spiritualité vous avez développée par votre regard d'astrophysicien ? Est-ce que ça change un peu votre vision des religions est-ce que spirituellement, ça vous apporte quelque chose, un regard autre sur le monde ? Oui, je commence par votre première question. Sur l'univers, ce qu'on admet aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est compatible avec toutes les observations et les théories, c'est que l'univers n'a pas de centre, n'a pas de frontières, n'a pas de bord. Il n'y a pas quelque chose qui serait la limite, comme quand vous sortez d'une ville, vous voyez, fin de la ville, là, il n'y a pas d'endroit comme ça dans l'univers, que si vous partiez en voyage, ce que vous verriez, c'est ce que je vous ai montré dans une des premières diapositives, c'est-à-dire des galaxies un peu partout comme ça, et que vous pourriez en voir indéfiniment. Alors, les deux possibilités, c'est ou bien il y en a, vous n'arriverez jamais à des frontières. Ça ressemble à la Terre, par exemple. Quand vous voyagez sur la Terre, vous n'arrivez jamais à un endroit où c'est écrit « c'est le bord de la Terre ». Il n'y a pas de bord de la Terre, sauf que si vous continuez, vous allez revoir le même point. Ce sont les deux possibilités. L'univers est peut-être infini, peut-être non infini, mais courbe et refermé sur lui-même. Ce sont deux hypothèses dont aujourd'hui on ne peut rien dire parce qu'on n'a pas aucune vraiment observation. Ça irait plutôt du côté infini. Alors, infini, évidemment, vous dites, il ne faut pas oublier que dans l'infini, il y a toujours de la place. Donc, vous pouvez être en expansion partout. Si l'univers est infini, vous avez de la place. C'est dans un cadre où on dirait l'univers est fini qu'il y aurait des problèmes avec l'expansion, parce que ça coince. C'est fini, à un moment donné, vous touchez quelque chose, ça ne peut pas aller plus loin. S'il est infini, vous n'avez pas de problème. Donc, c'est assez simple, mais assez difficile à imaginer, ce qui est normal, parce que notre imagination n'est pas adaptée à d'aussi grandes dimensions, à des phénomènes qui sont aussi loin de nos réalités quotidiennes. Notre imagination, elle s'est développée pendant l'évolution sur ce que nous voyons, ce dans quoi nous vivons, et elle est mal à l'aise quand elle arrive dans des situations aussi extrêmes. Mais on finit par s'y adapter. Ça demande un peu d'exercice chaque matin. Il y avait la remarque sur la spiritualité. Ah oui. Ah oui, c'était quoi votre question? Oui, rappelez-moi. C'était quoi votre question? Est-ce que ça avait changé votre regard, que ce soit sur la religion, que ce soit sur votre propre spiritualité, le fait d'avoir fait tant ces découvertes? Non. Je ne crois pas trahir votre question. Pas vraiment. Pour moi, ce sont deux domaines tout à fait différents. Je pense qu'il faut bien distinguer deux domaines. Le domaine de la science et le domaine, disons, ce qu'on peut appeler de la morale ou de l'éthique ou des religions. La science, ça vous dit comment ça marche, comment ça fonctionne. La morale vous dit comment vivre. Qu'est-ce qui vaut? Quelles sont les valeurs? La science peut vous dire comment faire des bombes atomiques ou des OGM ou des nanotechnologies, mais elle ne peut rien vous dire sur la question: est-ce que c'est bien de faire des OGM? Est-ce que c'est bien de faire des bombes atomiques? La science, c'est comment ça marche, et la morale ou la philosophie, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon.
moi, c'est comme ça que je vois ça, et j'aime beaucoup. Galilée avait une jolie phrase à ce propos, quand l'Inquisition et les dominicains voulaient lui interdire de penser que la Terre n'est pas le centre du monde, il répondait, dites-nous comment on va au ciel et laissez-nous vous dire comment va le ciel. Vous voyez, je crois que ça dit très bien la différence entre les deux. Ces deux questions ne doivent pas être mélangées, ces deux domaines ne doivent pas être mélangés au risque, au risque de faire des catastrophes. Quand le domaine des religions interfère avec le domaine de la morale, de la science, eh bien, vous savez ce qui est arrivé à Galilée, vous avez ce qui est arrivé à Darwin, qui a été rejeté par les religieux au nom de la religion. Et quand la science veut interférer avec la religion, vous avez Hitler, le malthusianisme, l'eugénisme, la destruction des faibles, etc. Donc, je crois que ces deux domaines, chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées, comme on dit, ces deux domaines qu'il faut bien distinguer et ne pas interférer parce que ça mène à des catastrophes. La science ne peut pas vous dire si Dieu existe ou non. On a une dernière question avant de conclure. Oui, bonjour Monsieur Reeves. Donc en parlant de science et de philosophie, moi ça me fait penser à la problématique donc qu'on a déjà évoquée du principe de précaution. Et je voulais vous demander votre avis, parce que ce principe, moi, me gêne un petit peu, à l'instar de Joël de Ronet. Une fois qu'on a admis, comme vous l'avez fait, l'importance de la vision systémique par rapport à la science plus analytique et donc de notre dépendance vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'écosystème, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grands courants écologiques en ce moment. Un plus conservateur, j'ai l'impression que vous en faites partie, alors maintenant dites-moi si je me trompe, plus conservateur, on y retrouverait peut-être Edgar Morin aussi, une certaine méfiance vis-à-vis de la technique et donc une approbation du principe de précaution. Et de l'autre côté, on a des gens peut-être plus dans la lignée de François Dagonier, j'y mets Joël de Ronet plus à la pointe actuellement, qui eux réfutent ce principe de précaution et prônent un principe d'attrition, c'est-à-dire au lieu de dire on ne sait pas si les OGM sont bons, on ne sait pas, etc., il vaut mieux les éviter tant qu'on ne sait pas. Le principe d'attrition, ce serait plutôt on ne sait pas, donc collectivement prenons le risque, prenons la responsabilité de voir si ça en vaut la peine et collectivement choisissons en toute bonne conscience. Et donc voilà, c'est une vision de l'écologie, parce qu'on ne peut pas renier que Joël de Ronet soit écologiste aussi, mais une vision de l'écologie plus progressive, plus technophile, j'ai l'impression, et je voulais avoir votre avis sur cette opposition. Oui, je comprends. Moi, je suis tout à fait pour la technique, pour la technologie. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Dès que vous avez une nouvelle technique, il y a deux possibilités. Vous pouvez vous en servir pour faire des choses valables ou pour faire des choses condamnables. Dès qu'on a inventé le feu, vous pouvez vous chauffer et inviter votre voisin à se chauffer chez vous. Vous pouvez aller mettre le feu à sa maison. Avec l'électricité, vous pouvez vous faire des crêpes, vous pouvez exécuter des gens. C'est ça qui est la distinction entre les deux. J'ai aucune réserve vis-à-vis de la technique et de la science, mais il y a l'idée que nous vivons dans une société et la société est de plus en plus empreinte de la marque de la science. Nous avons l'électricité, le nucléaire et tout cela. Tout cela, c'est très bien, mais il faut regarder qu'est-ce que ça donne dans le concret. Est-ce que c'est bon pour la vie? Je dirais ce qui est important, c'est ce qui est bon pour la vie. Et ce qu'il faut éviter, le principe de précaution, c'est pas arrêter de faire des expériences. C'est avant de vous lancer dans une expérience, essayer de prévoir s'il n'y a pas des effets négatifs qu'après coup, vous auriez bien aimé éviter si vous l'aviez su auparavant. Donc, ça ne doit pas être une aide à stopper la science, au contraire, à développer des moyens, justement, plus de science, plus de technologie, pour pouvoir prévoir qu'est-ce qui va arriver. Ça, je pense que pour moi, c'est l'élément important. On a vu, par exemple, le barrage d'Assouan.
c'est un bon exemple. Le barrage d'Assouan, on l'a fait pour sauver l'Égypte. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a enlisé l'Égypte et salinisé le détroit et des villes comme Alexandrie. Des études préliminaires auraient pu montrer que c'était possible. Ce n'était pas de la science de haute voltige. C'est quelque chose qui aurait pu être prévisible. Simplement, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, maintenant, on casse beaucoup de barrages aux États-Unis parce que ces barrages, il aurait mieux valu pas les faire. C'est ça l'intérêt du principe de précaution, c'est d'éviter de faire des bêtises. Exemple, ici à Paris, aujourd'hui, on paye des millions pour essayer de désamianter la maison de la radio, Jussieu, des millions. On savait déjà, mais on n'a pas exercé ce principe de précaution avant de commencer que l'amiante, ce n'était pas idéal et qu'il aurait mieux ne pas voulu le faire. C'est ça l'importance du principe de précaution. Ce n'est pas de bloquer la science, de dire on ne fait rien, on reste. Non, au contraire, c'est d'aller de l'avant pour, avant de commencer un projet, de voir tout ce que cela peut apporter de négatif et décider après coup si on le fait ou non. Mais on le fait en connaissance de cause et non pas en ignorant les causes. Enfin, merci beaucoup, c'est mon point de vue. professeur Hubert-Yves. Que je vous demande encore d'applaudir chaleureusement. Merci infiniment pour cette grande leçon qui se rapproche plus d'une leçon inaugurale qu'une conférence. Merci beaucoup.